Bonjour à tous et bienvenue dans ces vibrances cosmiques. Je suis heureuse de vous retrouver et j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Euh, il s'en passe des choses, beaucoup de choses. Ça fait déjà 2 semaines que j'ai envie de faire une vidéo et puis après je recule. Parce que sûrement c'est pas le bon moment. Au début, je pensais l'intituler La peur de mourir et la dissolution de l'individualité. La peur de la dissolution de l'individualité et la carte n'est pas le territoire, d'après la célèbre phrase d'Alfred Korzybski. Korzybski qui est un linguiste et un mathématicien et un philosophe, où la carte est le territoire. Suite à un film que j'avais vu avec mes enfants qui s'appelle After Earth, donc Après la Terre, de Night Shyamalan, et je me suis dit ça correspond exactement à ce qui est en train de se passer. Alors je vais peut-être un peu spoiler pour ceux qui ne connaissent pas, comme disent mes enfants. Donc c'est dans le film, il y a des créatures qui tuent, et ce sont des créatures qui tuent tous les êtres en fait, où elles sentent qu'ils ressentent de la peur. Donc elles détectent la peur chez tous les êtres vivants, et dès qu'elles détectent cette peur, elles les tuent. Et puis c'est l'histoire aussi d'un homme, d'un général d'armée, et de son fils. Et lui, enfin le général, lui, a pu vaincre en fait, ces bêtes, enfin, peut les tuer, euh, parce que il n'a plus peur. Comme il ne ressent plus la peur, ces créatures ne le détectent pas. Donc c'est très intéressant, et à un moment donné il explique à son fils comment il a fait pour ne plus avoir peur. Et justement, c'est au moment où il était sur le point de mourir qu'il s'est abandonné à l'acceptation de cette mort qui arrivait, que là, il s'est complètement dégagé de toute peur, dans cette acceptation, et en étant vraiment dans ce moment présent. Euh, je vois les rayons là qui viennent. En étant dans ce moment présent, à être vraiment là, à sentir tout ce qui lui pouvait toucher ou voir, et donc se focaliser sur complètement autre chose, sur vraiment tout ce qui se passait en lui, et avec ceux avec quoi il était en contact. Donc c'est intéressant, cette, cette j'ai même pas philosophie, c'est vrai que c'est quand on est face à la mort, et quand il y a cette acceptation, en fait, il y a plus de peur. Et souvent, c'est ce qui nous gouverne, par exemple, quand on travaille en neurosémantique. C'est soit d'un côté, par rapport aux croyances, il y a d'un côté où à un moment donné, on arrive à la mort, et d'un autre côté, on arrive à la vie. Donc la mort et la vie sont liées, ce n'est pas quelque chose de duel, voilà, dès qu'on entre dans cette vie incarnée, on sait qu'on va mourir. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est vraiment toute une réflexion qu'il y a eu, et puis après, c'est ajouté le fait que ma fille euh, m'a demandé que si elle, quand elle mourrait, après sa mort, si elle garderait sa propre conscience. Et ça avait l'air de vraiment lui poser ouais, un questionnement, et l'agiter un petit peu, euh, de ne pas savoir en fait si elle garderait la conscience qu'elle avait déjà maintenant, après sa mort. Et puis, alors j'ai parlé avec elle, et ce qu'il y a, c'est que ce qui lui faisait peur quelque part, si elle n'avait plus cette conscience
individuelle d'être qui elle est maintenant, et cette conscience en fait d'être en relation avec moi et avec d'autres, c'est qu'elle avait peur de qu'en fait elle ait plus cette conscience là, et que donc qu'elle m'oublie, qu'elle ne puisse plus se souvenir de moi euh, après la mort. Donc c'était au niveau de la notion aussi de séparation. Donc j'en ai parlé avec elle, et puis ça l'a apaisé. Donc et moi ça m'a fait ça m'a donné une réflexion sur finalement qu'est-ce qui fait peur dans la mort, et est-ce que c'est pas justement cette dissolution de l'individu qu'on est. Et c'est vrai que quand on est dans... On parle de l'amour comme unité, on parle... Mais l'amour, c'est aussi donc la dissolution de toute individualité aussi. Et en même temps, justement, pourquoi l'amour, ça fait autant peur, c'est que quelque part, le petit jeu, le moi, le soi, tout disparaît. Tout disparaît. Et donc, je trouvais ça intéressant, la peur, la mort, l'amour, tout ça ensemble. Donc, je vous invite à peut-être y réfléchir, ou en tout cas à ressentir ce que vous avez envie de ressentir par rapport à ça. Et puis, il y avait le... Alors, la carte n'est pas le territoire. C'est parce que dans le film, le jeune garçon est exemplaire dans les examens qu'il passe en virtuel, mais par contre, sur le terrain, quand il est vraiment mis en situation sur le terrain, alors là, c'est la panique totale, et il n'arrive pas à faire les résultats qu'il faisait de maîtrise qu'il a quand il est en virtuel. Et, euh, et c'est ça, c'est vrai qu'on a, je me disais, oui, c'est vrai qu'on a des guidances, parfois, on sait les choses, on a des concepts de comment les choses pourraient se faire, et en fait, quand on les... Donc ça, c'est le savoir, quelque part, et puis il y a la connaissance qui vient de cette expérience qui est faite sur le terrain, et c'est là qu'on voit si on a vraiment intégré ce qu'on devait apprendre, ou ce qui nous était montré qu'on devait apprendre. Donc c'est toujours les situations dans lesquelles on se trouve, et tout ce à quoi on a affaire, ce qu'on vit, qui nous montre où est-ce que on en est de notre cheminement, de nous vis-à-vis de nous vis-à-vis des autres, et de comment on, on se comporte. Donc il y a toujours cette notion de oui, je sais, etc., que je devrais faire comme ça, ou c'est comme ça que ça se fait. Et en fait, la vie vient nous faire expérimenter si, si nos théories, si on nous tienne debout, si on est capable de pouvoir vivre véritablement ce dont on est en train de parler, ou qu'on est en train de théoriser. Donc voilà sur la carte, le territoire. La carte n'est pas le territoire, et l'expérimentation, l'expérience par le territoire, sur le terrain, qui permet d'avoir une connaissance profonde et des choses. Après, cette connaissance, elle n'est qu'individuelle, puisque il n'y a que nous qui expérimentons cela à un moment donné, avec tous les paramètres qu'il y a, et dans l'état dans lequel nous sommes. Il y a eu beaucoup d'agitation mentale
j'ai ressenti ça ces derniers temps et c'est normal. Quand, quand voilà, quand tout ça a commencé à se dérouler, les histoires de confinement, pour ma part, j'ai ressenti une grande paix intérieure, une grande, une grande beauté. Malgré ce qui peut se passer à l'extérieur et de ce qui peut être vécu par les uns et les autres, mais au niveau, disons, spirituel ou en tout cas de l'âme, de la conscience, il y avait vraiment quelque chose de très apaisant et quelque part, voilà, maintenant que beaucoup de choses se sont arrêtées, enfin en tout cas sont mises en pause, la nature reprend le dessus, la nature, la terre, les autres êtres vivants. Euh, et, euh, et c'est vrai que c'est à nouveau la beauté qui revient, la dépollution, et c'est vraiment une dépollution. Cette dépollution extérieure, c'est aussi une dépollution intérieure qu'on est en train de faire nous-mêmes. Et alors, j'ai parlé de beaucoup de choses dans mes anciennes vidéos ces dernières années. Et, et c'est vrai que je me dis, bon, j'ai l'impression que je me répète, mais c'est déjà annonciateur de ce qui est en train de se passer. Et donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas faire autrement que de revenir à quelque chose de beaucoup plus essentiel. Et si maintenant euh, des choses vont être mises en place, ce qui ce que je ne sais pas, c'est est-ce que cela va être pérenne et permanent. De toute façon, si ça ne se met pas en place de façon plus durable et de façon saine et salubre, ce genre d'événement reviendra de façon encore plus forte. Donc, pour pousser à bout jusqu'au point de rupture pour que le changement ait véritablement lieu. Donc, est-ce qu'on a besoin de faire ce changement vraiment de façon très brutale, ou encore plus brutale, ou est-ce que on peut prendre conscience et l'amorcer de façon beaucoup plus ouais, je dirais saine et salubre. Donc il y avait ça. Quoi d'autre? Je crois que c'est une période qui nous offre une respiration. Une respiration parce que en fait on était très peu conscient qu'on respire. Et on est très peu conscient de notre souffle et de comment on inspire et comment on expire et comment on respire véritablement. Et beaucoup de personnes, quand je fais des méditations, et notamment quand ce sont des méditations pleine conscience, on se rend compte que la respiration reste très ici, à ce niveau. Que ça ne descend pas plus loin. Et puis souvent, il y a des blocages et ça ne descend pas plus bas. Donc c'est d'être de plus en plus en conscience de la respiration et de voir où est-ce que vous en êtes, parce que plus vous restez là, à ce niveau-là, et je peux en témoigner parce qu'à un moment de ma vie, je ne respirais plus. Donc c'était vraiment, je m'oxygénais très peu et donc ça me stressait, j'étais encore plus stressée et encore plus complètement, ça me tétanisait quelque part. Et donc au fur et à mesure, c'est d'apprendre à vraiment respirer plus profondément, être à l'écoute de cette respiration.
Et donc c'est un moment, c'est un temps où ça permet cette pause et de voir et de faire les équilibrages ou les rééquilibrages qui sont nécessaires quand euh, justement quand on fait de la méditation pleine conscience. Il y a aussi de pratiquer une marche, de marcher euh, en conscience, consciemment. Et donc on décortique le mouvement, on décortique le pas, enfin le mouvement de la marche. Et, euh, et souvent, même très souvent, euh, les gens se rendent compte qu'ils ne savent pas marcher, qu'ils ne sont pas en équilibre. Donc quand on marche vite, on a cette dynamique de la vitesse qui maintient un équilibre. Mais quand on ralentit et qu'on le décortique, est-ce que là, vous allez être en équilibre, garder toujours l'équilibre au moindre mouvement que vous allez faire en faisant votre pas. Donc je vous invite, si vous avez envie, de faire ce petit test, de vous mettre debout, déjà de voir comment vous vous tenez debout, si vous vous sentez stable debout sur vos deux jambes, euh, et, euh, et puis comment vous répartissez votre poids vraiment sur vos deux jambes et sur vos pieds, sur le sol, et d'entamer un mouvement très très lent de décortiquage, de décortiquer le mouvement de la marche et de voir si quand vous êtes euh, sur un pied et sur ce point de bascule euh, de l'autre pied qui avance, euh, comment vous vous sentez en équilibre. Donc si vous pratiquez cela, vous verrez si vous tenez droit, si vous êtes en équilibre. Et là, c'est de constater si vous n'êtes pas en équilibre, c'est comment faire des ajustements qui sont peut-être des micro-ajustements qui vous permettent de retrouver l'équilibre. Certaines personnes avaient constaté qu'elles appuyaient plus sur le pied gauche ou le pied ou sur la jambe droite, sur la jambe gauche. Ça avait une influence sur le dos, sur le fait qu'elles avaient mal au dos. Voilà, c'est des choses qui se passent dans le corps. Et bien sûr qu'on peut changer les choses par la pensée, et on change les choses aussi par le corps, qui nous dit beaucoup sur nous. Donc c'est de prendre le temps de l'écouter et donc de faire ces expériences. J'appelle ça des expériences, de voir où est-ce qu'il y a des déséquilibres, et puis à ce moment-là, vous pouvez agir dessus et faire la petite correction pour vraiment revenir en équilibre. Bien sûr que après, c'est comme tout, ça demande quand on en a pris conscience, après c'est de la mise en pratique et le fait de le pratiquer tous les jours, ou en tout cas assez fréquemment, pour que ça devienne complètement automatique et naturel. Donc c'est de voir quels sont les automatismes que vous avez eus jusqu'à présent, qui n'ont pas mené à quelque chose de sain pour vous, et qu'est-ce que, en prenant conscience de ça, comment mettre en place d'autres automatismes qui sont beaucoup plus sains et naturels pour vous. Donc ça, c'est vraiment de toujours être en conscience. Je vois aussi beaucoup de méditation mondiale. Alors c'est bien de participer à ces méditations mondiales. Je dirais parfois, alors ça donne bonne conscience. Le changement, il est à l'intérieur de nous, à chaque instant.
Et ce que nous vibrons, l'extérieur n'est que la vibration que nous avons, que nous émettons de l'intérieur vers l'extérieur. Et bien sûr qu'il y a des égrégores qui se créent, et donc il y a des manifestations qui se créent à l'extérieur. Donc si la majorité des personnes méditaient chaque jour dans cet espace du cœur, dans cet espace d'amour, les choses changeraient beaucoup plus rapidement. Je ne sais même pas si c'est rapidement, mais en tout cas, on verrait les résultats visibles beaucoup plus rapidement. Donc, je vous invite à rester centré pendant cette période, à rester centré, à rester dans votre cœur, à rester comme vous pouvez, le plus dans le calme possible, parce que c'est ça aussi, c'est d'être dans cette, comme l'œil du cyclone, où malgré toute l'agitation autour, vous restez comme un pilier, je dirais un pilier de sagesse, un pilier de calme et de confiance, un pilier qui vibre la paix. Et donc je vous invite à, quand vous constatez que vous êtes dans une agitation, à revenir vraiment à un centrage et dans un calme, parce que tout ce que nous faisons au niveau individuel va avoir une répercussion, bien sûr, une résonance, une influence sur le collectif. Alors, je ne vous dis pas de le faire pour le collectif, je vous le dis pour déjà vous-même, pour l'amour de vous-même. Et puis bien sûr que quand on est dans cet état, c'est beaucoup plus agréable que quand on est complètement agité et stressé. Mais sachez que plus vous serez vous dans cet état-là, plus en fait cela aura une influence, et donc tous les jours. Donc c'est pas juste une fois par mois ou 2 fois par mois, c'est tous les jours de pouvoir maintenir cet état de paix intérieure. Ça aura donc ça une influence sur vous, bien sûr, et ça aura une influence sur le collectif. Mais ce qui est important, c'est vous. D'abord, c'est vous. Donc une période aussi de, j'allais dire de gestation, oui bien sûr, puisque avec ce confinement, c'est comme si on retournait à nouveau dans quelque chose où il peut y avoir une gestation qui se fait. Et donc il y a beaucoup de créativité, où en fait on nous demande vraiment de changer notre regard et nos perspectives sur des choses où on croyait déjà peut-être avoir certaines vues. Mais là, c'est encore, c'est-à-dire faire un grand écart. Bon, parfois on n'a pas besoin de faire un grand écart, juste un petit déplacement d'angle est suffisant. C'est vraiment d'aborder toutes les problématiques qui font surface. Bon, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas de problématiques, et c'est tant mieux. C'est de les aborder sous un angle différent, et de faire cette mise en perspective
pour voir les différentes perspectives et quelle est celle qui vous sied, qui vous convient le mieux, dans laquelle vous vous sentez dans une fluidité. Donc, c'est pas évident de trouver le bon positionnement, la bonne perspective pour nous-mêmes, parce qu'il y a des tâtonnements qui se font et des phases d'inconfort jusqu'à... Mais bon, si on n'expérimentait pas ces phases d'inconfort, on ne saurait pas ce que c'est le confort. Mais bon, parfois il y a des conforts qui sont inconfortables ou des inconforts qui nous confortent. En tout cas, là, c'est vraiment d'aller sur différents degrés de perspective et de positionnement pour sentir à un moment donné, et ça vous le sentirez pas mentalement mais dans votre corps, que à ce moment-là c'est le bon positionnement, c'est la perspective, c'est la vue de laquelle qui vous offre le plus fluide et le plus large panorama, vision pour vous. Ça ne veut pas dire que ça ne changera pas plus tard, mais c'est maintenant où est-ce que vous vous positionnez et sous quel angle vous allez regarder les choses. Donc tout ça, c'est pas nouveau quelque part, je dirais, c'est du bon sens. Mais c'est peut-être bon de le rappeler. Et là, le temps, j'allais dire, le temps nous est donné. En tout cas, c'est un temps je trouve que c'est une invitation à poser ce regard intérieur et à refaire ces positionnements intérieurs qui peuvent faire des changements extraordinaires. Donc là, c'est vraiment aussi l'appel à votre nature créatrice et créative qu'est-ce que vous avez envie de créer, comment vous avez envie de vous créer, dans cette matière, dans ce plan, sur cette terre, comment vous avez envie de créer votre vie et de vous créer, de vous créer vous-même. C'est ça. C'est comment vous reprenez ce pouvoir de créateur que vous avez. Je suis en train de voir s'il y a autre chose que j'avais à vous dire. Alors, j'ai fait un jeu de cartes avec mes peintures pastel. C'est un jeu de cartes. Alors, il n'y a pas de guide avec, c'est un jeu de cartes intuitif et vibratoire. Et donc, pour l'instant, je ne l'ai pas mis en vente. J'en ai fait imprimer quelques exemplaires. Donc voilà, ça c'est le jeu. Donc il y a 50 cartes. Et puis j'ai tiré 3 cartes. Donc la première carte, c'est celle c'est le voyageur.
Donc là, c'est, on ne peut pas tellement voyager de façon physique, mais c'est l'appel à voyager de façon bon, multidimensionnelle, mais de voyager avec votre conscience. Et c'est aussi un appel à la liberté. C'est, enfin, là, ce qui m'est dit, c'est que quand on est confiné ou quand on est dans une prison, euh, c'est, ça nous pousse à aller tellement à faire ce voyage intérieur, de trouver qu'est-ce que c'est d'être, de se sentir libre, sur cette notion de liberté. Et donc c'est vraiment tout un voyage euh, qu'on est invité à faire. Et je trouve que vraiment en ce moment c'est une invitation à faire ce voyage intérieur pour trouver, euh, pour être beaucoup plus conscient de qu'est-ce que c'est que d'être libre, euh, qu'est-ce que c'est la liberté, comment je me sens libre, en conscience, euh, et comment en fait j'ai toujours été libre quelque part. Mais bon, ça il faut l'avoir, le vivre pour savoir ce que c'est véritablement. Et malgré tous ces aspects autour de nous et cette quelque part oui c'est cette ces barrières qu'on peut nous mettre, ou même nous-mêmes qui mettons nos propres barrières et nos propres on est beaucoup, on a beaucoup, on s'enferme dans nos propres prisons et nos propres prisons mentales. Donc c'est de là de pouvoir avoir cette opportunité de trouver la clé euh, pour ouvrir ces prisons ou nos prisons. Euh, donc c'est vraiment dans ce sens-là. Et bien sûr que c'est au niveau énergétique, c'est aussi euh, de se rendre compte que on peut voyager n'importe où et que on est connecté les uns aux autres aussi, et qu'on peut se dire bonjour en énergétique. Voilà. Donc après, c'est vrai qu'on me montre aussi d'autres voyageurs qui viennent d'autres qui viennent d'autres espaces-temps, et qui viennent je veux dire qu'ils viennent en tant qu'observateurs de ce qui est en train de se passer. Donc oui, il y a des voyageurs qui sont là dans l'espace et qui sont là pour voir ce qui est en train de se passer. Je pense que c'est pour apprendre, c'est au niveau de... c'est un peu comme un voyage d'études ou d'observation pour après avoir les informations pour eux et pour chez eux. Donc, et donc la carte des êtres. Alors les êtres donc
les êtres, tout est être. C'est vrai que parfois on peut penser les êtres de lumière, les guides de lumière. C'est en fait leur discours, si on parle des êtres de lumière, leur discours n'a pas changé fondamentalement. Ce qui est en train d'arriver, ils nous avaient déjà prévenus. Après, il y a cette notion de vraiment de stabilité et de pérennité à installer dans un mouvement qui est beaucoup plus sain et naturel. Donc bien sûr que ils sont, de toute façon ils sont toujours là pour nous. Et en fait, ils sont aussi là à l'intérieur de nous. Donc, tout ce qu'on croit externe ou extérieur, c'est à l'intérieur, de nous, puisque nous sommes des univers, chacun, nous sommes des univers à part entière, des mondes à part entière. Donc, tout est déjà en nous. C'est après comment on se connecte à ces différentes parties de nous. Oui. Donc c'est toujours ce voyage à l'intérieur de soi qui est là pour pour trouver tous les êtres que nous sommes à l'intérieur. Et comment on harmonise tout cela, comment on peut donner des concerts intérieurs et des concerts vibratoires avec toutes les parties de nous, et ces concerts vibratoires vont avoir bien sûr une résonance à l'extérieur, en tout cas dans le monde qu'on voit extérieur. Et là, il y a la carte de la prière, des prières. Et là, c'est si vous êtes dans un état de stress ou pas bien, etc., c'est peut-être d'écrire une prière pour vous. Donc c'est d'écrire une prière pour vous qui vous permette de vous sentir bien. Et de vous sentir plus calme. Donc voilà. Je sais plus quoi dire. Donc en fait je vais arrêter là. Je vous envoie plein d'amour, plein de belles énergies. Prenez vraiment soin de vous. Essayez de ne pas participer à toute cette agitation, de ne pas être embrigadé par ça, parce que parfois, sous couvert
de faire les choses avec le cœur, en fait, c'est l'ego qui fait les choses, mais qui nous ferait croire que c'est avec le cœur. Donc, ayez du discernement sur vos actes, vos pensées, vos comportements, tout en étant toujours bienveillant avec vous-même, voilà, en ayant de la compassion et si on est pris dans des agitations mentales, ben on est pris dans des agitations mentales. Si c'est notre ego qui est en train de vouloir se montrer, c'est d'en tenir compte, mais de ne pas être pris dedans. Donc c'est toujours du discernement et du détachement par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Et quand je dis détachement, ça ne veut pas dire ne plus avoir aucune émotion, ne plus avoir aucune sensibilité. C'est simplement que vous accueillez, vous laissez passer, vous laissez glisser sur vous. Donc c'est ça, c'est le détachement. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus d'émotion et qu'on ne ressent plus rien. Donc pour finir, discernement et détachement, beaucoup d'amour, beaucoup de compassion envers vous-même. Je vous dis à bientôt et je vous embrasse de cœur à cœur.